Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Pietraszewski. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir dans On se dit tout. Vous êtes président fondateur du cabinet Grenelle, mais on vous connaît évidemment comme ancien ministre chargé des retraites et de la santé au travail. On va en parler de ces thématiques, bien évidemment. Mais on a d'abord envie de vous connaître un petit peu mieux, monsieur Pietraszewski. Tiens, parlez-nous un petit peu de ce qu'étaient vos désirs professionnels dans la vie quand vous étiez étudiant et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, d'une part, vous avez... Alors, on va parler du cabinet Grenelle, mais vous êtes engagé aussi en politique. Oui, c'est vrai. On peut dire que j'ai toujours bien aimé d'être dans la société civile, dans la vie en général. Je crois que quand je réfléchis à mon parcours scolaire, peut-être universitaire, je vous révélerai que j'avais envie d'être prof de sciences éco. Je crois que j'avais été marqué par mon prof de sciences éco en seconde. J'avais trouvé excellent, qui m'avait vraiment ouvert sur cette discipline. Et puis voilà, après, la vie a fait que je n'ai pas continué dans ce projet, mais j'ai fait après quand même des études d'économie à l'université. J'ai fait un 3e cycle sur les ressources humaines. Voilà. Et ce qui m'intéressait, peut-être ça vous fera rebondir, mais ce qui m'intéressait à l'époque, j'avais fait un 3e cycle sur l'exclusion des travailleurs âgés du système productif. Vous voyez, mon mémoire de 3e cycle. Voilà. Alors vous avez commencé comme responsable RH chez Auchan, et puis vous avez été élu député de la 11e circonscription du Nord. Pourquoi ce choix de vous impliquer politiquement ? Bon, d'abord parce que je pense que quand on est un citoyen, et en fait on l'est tous, on est curieux de ce qui se passe dans notre société, on a envie de challenger nos décideurs, nos décideuses politiques, on a envie de leur faire part parfois de nos mécontentements, d'ailleurs souvent de nos mécontentements d'ailleurs, plus rarement de nos satisfactions. C'est très français. Oui, c'est ça, c'est très français. et puis je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, ou tu restes dans ton canapé, tu vas dans des assos, mais ça se limite un peu à ça, ou alors tu dis à un moment donné d'essayer de faire quelque chose. L'opportunité qui avait été donnée en 2017 avec une vision très positive sur la place de la société civile, la façon dont on pouvait s'engager sans avoir été un militant historique de tel mouvement ou tel autre. Il s'agit ça, pas pour moi ici de pointer un mouvement ou un autre, mais de dire, voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'était l'engagement des citoyens. Tout à fait, c'est qu'il y a de la place pour les citoyens en politique, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on m'a permis de faire, et j'ai bossé pour ça, voilà. Et alors, quels étaient vos engagements? Qu'est-ce que vous vouliez porter justement comme amélioration en tant qu'homme politique? Ouais, j'avais vraiment la volonté, parce que quand on travaille dans les ressources humaines, et vous l'avez souligné tout à l'heure, on voit bien à la fois l'importance du dialogue social de proximité, parce que c'est vous qui incarnez ce dialogue social de proximité, c'est vous qui gérez le quotidien, du recrutement au droit disciplinaire, en passant par des éléments plus structurants, avec des visions long terme de la façon dont vous voulez faire évoluer votre environnement de travail et amener vos équipes. Et je pense que on voit bien quand on est dans ces fonctions-là, à la fois que dans notre pays, il faut trouver les clés d'un dialogue social réussi en proximité. Moi, je crois beaucoup au dialogue social de proximité. Je ne crois pas que ce soit, mais ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat que doivent se décider ce qui se passe dans toutes les entreprises de France, parce que les réalités, elles sont différentes. J'ai voulu porter cela, et ça a été possible dans les ordonnances de 2017, pour lesquelles j'étais le rapporteur général, aux côtés de Muriel Pénicaud. Et puis, ma volonté aussi de créer les conditions, et sans doute que là, il y a encore d'ailleurs du chemin à faire, d'un nouveau dialogue social, d'un dialogue social renouvelé sur les enjeux de la société d'aujourd'hui. Et les enjeux, on les connaît, c'est qu'on a une transformation très importante, démographique, avec le vieillissement, digital, avec l'arrivée de l'IA, et puis aussi industriel. Donc il faut qu'on accompagne cette transformation. Donc vous voyez, il y a encore du boulot pour les politiques. Dans un contexte très incertain, en plus. C'est vrai, c'est vrai. Et la qualité de vie au travail, ça c'est aussi une question que vous portez à travers le cabinet Grenelle que vous avez fondé, puisque vous accompagnez les entreprises dans le changement des pratiques managériales et sociales. Le monde du travail a beaucoup changé. Oui, il change tout le temps d'ailleurs. En fait, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, ou il ne faut pas trop en faire sur le fait que ça change. C'est normal.
ça change, ça a toujours changé. Et d'ailleurs, sur le fond, on est relativement bon pour s'ajuster. Mais on doit faire des efforts. Et c'est peut-être ça qui, parfois, nous met un peu en difficulté. Je crois que là où vous pouvez pointer un élément qui est important, c'est que dans notre pays, on a une lecture qui, pour ce qui est du monde du travail, c'est très centré sur le cœur de la population active. On a tout fait pour que, grosso modo, entre 25 et 50 ans, vous soyez au boulot et que ça se passe plutôt bien. Bon, on a mis beaucoup de temps pour s'intéresser à la jeunesse, à l'apprentissage, ça a été fait. Il y a encore du chemin, mais on voit bien maintenant que l'apprentissage est rentré, on va dire, au-delà des mœurs, mais dans les pratiques professionnelles des entreprises, et que les jeunes ont leur place. Et là où on est quand même toujours en retard, surtout par rapport aux pays du nord de l'Europe, mais tous ceux qui ont connu d'ailleurs ces phénomènes de vieillissement, y compris de la population active bien avant nous, eh bien c'est sur la tranche des plus de 50 ans. Hein, comme on avait fait cette hypothèse que le pacte social allait tenir sur la production des 25-50 ans, bah, évidemment quand on a beaucoup de monde qui arrive en population active après 50 ans, et beaucoup de monde, et tant mieux, qui dépasse les 80 ans dans la population des retraités, eh bien on est en difficulté. Et c'est, je crois, là les enjeux pour les entreprises, c'est là où j'interviens, moi, pour les accompagner, parce que d'abord... Pour le maintien des emplois seniors dans les entreprises. Oui, le maintien en emploi et en santé. Ouais. En fait, nos enjeux... C'est très important en santé aussi. Bien sûr, parce que, en fait, le sujet de la réforme des retraites de 2023, c'est qu'il y a une incompréhension réelle entre, j'ai envie de dire, le monde du travail, ceux qui sont au quotidien à la manœuvre, et puis les décideurs politiques. Parce que, en fait, la question, c'était pas de savoir s'il faut travailler un peu plus tard, puisqu'on a une espérance de vie qui est plus longue, donc j'ai envie de dire potentiellement ça peut s'entendre. La question c'est dans quelles conditions. Oui. Et c'est ça qui était. Et on entend beaucoup les réticences, les salariés disent on tient plus, on peut plus, on est à bout, enfin pour beaucoup en tout cas pour les métiers difficiles. Et la nécessité du coup de construire des conditions de travail. C'est pour ça que la QVT qui a évolué en QVCT d'ailleurs, hein, c'est un C qui est totalement anodin sur les conditions de travail, eh bien, repose la question de la façon dont on organise le travail. Vous savez, l'organisation du travail, c'est comment... Ça passe par quoi? Par moins de temps de travail, plus de temps de travail? Enfin, il faut travailler plus aussi, c'est ça aussi le paradoxe? C'est pas le seul sujet. Souvent, je suis interpellé souvent dans des conférences que je peux faire, des interventions avec les partenaires sociaux. Mais je veux dire, la question, c'est pas forcément de travailler moins, c'est de travailler mieux. Oui. Voilà. Alors, pardon pour la phrase qui paraît un peu simple, de temps en temps, c'est de travailler moins aussi. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que dans les pays du nord de l'Europe, au Canada, aussi au Japon, dans beaucoup de pays d'Asie, eh bien, quand on a plus de 55 ans, on a une autre organisation du temps de travail. Et le passage à temps partiel est un passage accompagné. Beaucoup d'entreprises françaises, que j'accompagne, de belles entreprises françaises, sont en train de réfléchir sur l'accompagnement à ce qu'on appelle un temps partiel senior, ils appellent ça TPS, temps partiel senior, ou temps partiel aidé. Mais ce sont des éléments qu'il faut construire. Et je crois que ce qu'il faut construire, c'est pas forcément en se disant uniquement c'est parce qu'on est senior qu'on a le droit à un temps partiel aidé, c'est aussi lié aux conditions de travail. C'est-à-dire que si vous êtes sur un métier qui présente de l'usure professionnelle, eh bien l'accompagnement qu'on doit vous faire pour passer à temps partiel, c'est évidemment pas le même que si vous êtes, et pardon, je vais parler pour moi, si vous avez la chance de faire un travail, j'ai envie de dire peut-être plutôt sédentaire. Voilà. Pour travailler mieux aussi, il y a aussi un phénomène de mal-être professionnel qui est en augmentation. Le manque de reconnaissance, faire toujours plus avec moins. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est une problématique qui vous tient à cœur? Ouais, c'est une problématique qui me tient à cœur et c'est une problématique des entreprises qui me consultent. D'abord parce que y a une question centrale pour nous qui est le positionnement du management. Oui, très important. C'est sans doute un élément clé, enfin en tout cas un des éléments clés de la réflexion que vous posez là. En fait, est-ce que le manager est là juste comme courroie de transmission, on va dire très verticale, ou est-ce qu'il est là pour créer justement les conditions du travail en équipe, mais aussi est-ce qu'il dépose des leviers pour aménager, ajuster l'organisation du travail? On parlait des seniors, on a parlé tout à l'heure des plus jeunes qui ont besoin d'une autre forme d'accompagnement. En fait, c'est ces leviers-là qu'il faut rendre au management. Donc, plus vous avez un management qui est très direct, qui est relativement dépendant, qui est sous contrainte, eh bien, moins il peut remplir ce rôle. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes managers qui disent « Mais moi, je veux redevenir expert. Hein. Moi, le management, ça m'intéresse pas vraiment. Hein. Bon, on gère beaucoup de contraintes et on a peu de moyens. » Alors, ils ne l'expriment pas toujours aussi clairement, mais en fait, c'est ce qu'ils disent. Oui, des contraintes aussi de temps, j'imagine, parce qu'on travaille plus, on doit être disponible
plus. Est-ce que la vision d'ailleurs du travail des jeunes aujourd'hui a changé par rapport aux générations précédentes? Alors, je ne sais pas si c'est les jeunes, je crois que la vision du travail, elle est plutôt générationnelle, mais pas au sens où vous l'avez évoqué. Télétravail, etc. Oui, voilà, mais c'est vrai pour tout le monde. Je veux dire, c'est vrai pour moi. Moi, j'ai plus de 55 ans, je suis assez favorable au télétravail. Enfin, c'est pas que mes filles qui ont 28 et 30 ans qui y sont favorables. Donc, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question de moment. Oui, ça a du sens de faire du télétravail. Mais la question, c'est... Encore une fois, on y revient, c'est comment est-ce qu'on aménage, comment on organise le travail. C'est comment les entreprises qui peuvent pas faire de télétravail. Moi, quand je fabrique des voitures Toyota à Onin, je vais pas être en télétravail si je suis sur la ligne de production. Donc le boulot du DRH de Toyota, là, c'est de trouver des solutions pour que il y ait une évolution de l'organisation du travail et de la mobilisation. Comment il crée les conditions. D'ailleurs, il sait bien le faire. Il y arrive. Il a cette culture-là. Je n'ai pas cité cette entreprise par hasard. On va parler un mot, il nous reste peu de temps, mais est-ce qu'on peut parler aussi de l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'elle va modifier aussi notre rapport au travail? Alors, elle le modifie déjà. Elle le modifie déjà. Bien sûr que tous ces métiers de back-office, de soutien sont extrêmement concernés par cela. En réalité, je pense que ce que ne pourra jamais mettre en difficulté l'IA, c'est la richesse, le background personnel que vous avez constitué. Donc, je crois qu'il faut rester très serein sur ça. C'est un accompagnement. Moi, toutes les boîtes que je vois utiliser l'IA de façon relativement performante, notamment sur les aspects RH, les utilisent sur le recrutement, les utilisent sur un certain nombre de dispositifs, y compris de paye, de rationalisation d'actions à faible valeur ajoutée. En fait, ça doit nous permettre de remettre du temps en face à face sur d'autres sujets. Et je crois que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que, en fait, l'IA doit nous faire gagner du temps, elle nous fait gagner du temps, et elle doit laisser, du coup, plus de temps pour du face-à-face. On parlait de la dimension managériale tout à l'heure, ça peut en faire partie. Merci beaucoup. On va passer à la question de nos partenaires. À présent, c'est juste après le jingle, la question de l'IFPAS, leader dans la formation des assurances. La question de l'IFPAS, celle que vous avez choisie, Laurent Pietraszewski, c'est celle-ci. La fin de l'abondance, vous vous souvenez, c'était la fameuse déclaration d'Emmanuel Macron. Quelle est votre vision sur le monde de demain que nous sommes en train de construire pour les générations futures ? Oui, alors je crois que la phrase, mais je ne sais pas forcément faire de la politique, mais la phrase du président de la République, c'était aussi pour nous mettre en garde sur la consommation énergétique, notre rapport à l'énergie. Et d'ailleurs, si on fait un petit peu d'historique politique, on s'apercevrait que Jimmy Carter a dit à peu près la même chose lors d'une autre crise bien avant. Donc en réalité... Mais c'est une tendance ou pas? Bon, il va falloir... Moi, je pense qu'il ne faut pas imaginer que nous ne sommes pas dans un monde de frugalité absolue. Mais en fait, il y a quand même un juste milieu, une voie à suivre, même pas une ligne de crête, je crois que c'est vraiment une voie à suivre, qu'on la voit assez nettement, entre une forme de gabegie qui peut exister dans des pratiques de consommateurs exacerbées, mais j'ai envie de dire que la société et que nous-mêmes, on contribue à développer, et puis le fait qu'on se prenne en charge, en compte, et qu'on comprenne qu'on est un des éléments de cette société, de cette globalité. Vous savez, faire République ensemble, en tout cas faire du commun ensemble, eh bien c'est ça aussi. Moi, je crois que il y a peut-être une nécessité de frugalité dans certains cas. Vous savez, le fait que on éteigne la lumière en disant on n'est pas à Versailles ici. Moi, quand j'avais 10 ans, mes parents me disaient déjà ça. Donc je pense que peut-être que maintenant c'est plus présent parce qu'on voit bien que le prix d'énergie est supérieur à 1975 quand j'avais 10 ans. Mais même dans les entreprises, il y a cette prise de conscience. Enfin, on est en tout cas sur cette prise de conscience. Il y a cette prise de conscience parce que, en vérité, on a un regard sur la durabilité. Et notre regard, c'est comment est-ce qu'on prend soin de l'ensemble de nos facteurs de production. Et d'ailleurs, les entreprises avec lesquelles je bosse, elles s'intéressent bien sûr aux facteurs de production assez classiques, qui est comment on prend soin de son environnement, comment on laisse une empreinte énergétique raisonnable, etc. Mais maintenant, et je crois que c'est ça la vraie question, c'est comment est-ce qu'on prend soin, mais du premier facteur de production, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire le travailleur et les travailleuses. Pardon pour le terme, moi je trouve qu'il est très beau. Voilà, travailleurs et travailleuses, je trouve qu'on prend soin des gens qui sont en première ligne, voilà, et qui bossent et qui font tourner la machine. Et en fait, c'est ça notre sujet. Et d'ailleurs, vous savez, les entreprises et l'évolution d'ailleurs des normes européennes nous y amènent tranquillement.
Voilà. Le sujet, maintenant, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est celui de la soutenabilité du travail. C'est comment est-ce qu'on prend en compte le fait qu'il faut prendre soin de celui ou celle qui contribue à la production de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, dans ces on n'en a pas parlé, mais il y a les métiers de première ligne que vous citez. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler davantage aujourd'hui. Mais très important, effectivement, le facteur humain. Oui, c'est vrai, mais le monde du travail, vous avez raison de le souligner. Je pense que, vous savez, la question, c'est comment prendre soin, il y a plein d'entrées, mais il y a la première, prendre soin, c'est comment on s'intéresse à la santé de celles et ceux qui sont au boulot avec vous. Voilà. Et c'est pas que de la santé au travail version, 1980, elle est très légitime. Hein. C'est pas le rendez-vous chez le médecin du travail, voilà, c'est aussi, il faut le faire, mais c'est tous les 5 ans. Hein. Bon, donc, il y a certainement d'autres choses à faire. La question de Toscaloop à présent. Toscaloop, l'accélérateur de stratégie sociale, dans quelques petites secondes. La question de Toscaloop, on en a parlé tout à l'heure, mais la question est très précise et très concrète. Comment est-ce que vous agissez pour améliorer le bien-être au travail ? Ce sujet-là... Déjà, à commencer par votre cabinet, tiens. Oui, mais bien sûr, mais je vais vous répondre d'ailleurs au travers du cabinet, parce que l'avantage et le plaisir que j'ai, c'est de pouvoir travailler dans un environnement de travail très différent, où on me sollicite sur ce sujet-là. On dépasse la notion de bien-être. Hein, j'ai envie de dire, la notion de bien-être, c'est presque has-been, pardon pour le terme, mais en fait, qui est un peu daté, mais en fait, c'est daté. On n'est plus dans le bien-être, on est dans la soutenabilité du travail. Ouais. Et la soutenabilité du travail, c'est comment est-ce que je garantis la sécurité et la santé, donc ça, ce sont les obligations légales, il n'y a pas à en discuter, je veux dire, c'est la dette vis-à-vis de l'employeur, enfin vis-à-vis, pardon, du salarié de l'employeur, mais la question du don maintenant, c'est comment est-ce que je prends soin de toi, c'est-à-dire que quand dans un monde où 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant, quand on voit la difficulté qu'il y a pour trouver, y compris ici à Paris, un rendez-vous chez un dermatologue, voilà, vous avez un grain de beauté qui vous fait un doute, mais où est-ce que vous pouvez aller voilà. Eh bien, l'entreprise a là des territoires là à investir. L'entreprise est un territoire de santé. L'entreprise doit devenir un véritable acteur de la prévention de santé publique. Alors, je sais que je suis challengé quand je dis ça. Hein. La prévention, c'est très important, effectivement. On n'en parle pas assez, peut-être. Laurent Pietraszewski, merci beaucoup. C'est passionnant. On voudrait continuer avec vous, mais on va passer à la question de l'hémicycle. À présent, c'est vous qui allez interpeller vos anciens confrères, vos anciennes consoeurs, peut-être, puisque vous allez pouvoir les interpeller. C'est la question de l'hémicycle. Beaucoup de choses à dire, peut-être comme ancien ministre. Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, et c'est juste ici. Je crois que le monde qui s'ouvre à nous est un monde qui doit être et qui est enthousiaste, pour autant qu'on réussisse à réunir autour de certain nombre de grands principes. Et moi, ce que je voudrais, c'est partager cette vision d'un nouveau contrat social, d'un contrat social renouvelé, où les partenaires sociaux jouent tout leur rôle, côté syndical comme côté patronal, et où aussi on reconnaît la place de l'État, son rôle comme filet de sécurité. Je crois que, sur le fond, les enjeux pour qu'on réussisse ce vivre ensemble dans les entreprises, mais comme à l'extérieur, eh bien, c'est de retrouver un contrat social riche qui fasse toute sa place aux travailleurs qui ont aujourd'hui de l'expérience, qui sont ces travailleurs expérimentés et qui prennent soin de la santé au quotidien des uns et des autres. Message positif, j'espère qu'il sera entendu. En tout cas, merci beaucoup Laurent Pietraszewski d'avoir participé à notre émission. Vous êtes un décideur engagé, on l'a bien compris. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.